cinéma du monde. Bonjour Thomas Bardinet. Bonjour. Alors Nino, une adolescence imaginaire de Nino Ferrer est votre quatrième long métrage, après notamment Les âmes câlines ou Le cri de Tarzan. Ce que j'aimerais savoir, c'est vous, quand vous aviez l'âge de Nino Ferrer dans votre film, est-ce que votre réveil au cinéma s'est fait comme Nino pour la chanson, c'est-à-dire avec une part mélancolique et aussi une part de rébellion? Je pense qu'à l'âge de Nino Ferrer, donc du film, enfin de 16 ans, il y avait une attirance pour le cinéma, mais qui était une attirance un peu de midinette, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui me faisait rêver dans l'effet que les films produisaient sur moi. C'est-à-dire que les films pouvaient me traumatiser, pouvaient vraiment être comme des expériences de vie. Et je me disais vraiment, c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire ce qu'on peut produire en faisant du cinéma. Et c'est vrai que ça m'attirait énormément sans trop savoir comment j'allais faire des films. Je pense que Nino, c'est un peu un film pour moi très important dans ma filmographie. Puis c'est un film que j'ai fait de manière particulière, parce que j'ai fait sans équipe technique et volontairement comme ça. Et il y avait vraiment une volonté de plus que l'idée de... Enfin, c'est une façon effectivement de se rebeller contre le fonctionnement du cinéma et contre une espèce on va dire de chemin un peu obligé qui nous amène au film, quoi, le chemin de recherche de financement, de choses comme ça. Il y a un moment, ce chemin-là, je l'ai beaucoup parcouru, il m'a beaucoup fatigué, et je me suis dit, tiens, mais pourquoi ne pas essayer de faire un film sans perdre ce temps-là et d'écrire en me disant, voilà, je vais tourner tout seul, je vais essayer d'apprendre une nouvelle grammaire, voilà. Et j'ai vraiment l'impression, au-delà d'une idée d'éducation, que Nino, c'est presque une rééducation. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle expression que je trouve un peu absurde, là, qu'on a appelé ça le cinéma guérilla, qui a été mise en vedette il y a quelques mois par un film français, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui faire un film, c'est quasiment livrer une bataille. Je ne suis pas quelqu'un qui ait besoin de dire je suis en guerre. J'aime bien faire les choses, et c'est ma façon peut-être de faire la guerre si on veut, en tout cas d'être dans un positionnement qu'on peut dire politique, enfin vis-à-vis du cinéma. Mais j'ai pas envie qu'en plus, le film raconte une petite histoire adolescente qui n'a rien comme ça de véhémente, mais c'est dans la forme, je pense que je me positionne, voilà, par rapport au cinéma. Alors vous êtes un de ceux qui a, je pense, le mieux filmé Paris. Je pense aux séquences finales dans Les âmes câlines avec un Paris à vélo qu'on voit rarement. Quand on veut filmer l'indolence ou la nonchalance des personnages, est-ce qu'au contraire le réalisateur lui doit pas avoir un plan, j'allais dire un plan et des cadres hyper stricts? Est-ce que c'est pas le grand paradoxe de la mise en scène? Je me suis pas dit en faisant Nino, je vais filmer l'indolence, quoi. Par contre, je me dis que je filme quelqu'un qui est spectateur de choses, quoi. Alors ça, c'est autre chose, c'est pas indolent. Et ça, c'est, je pense, très lié. C'est pas réfléchi, mais c'est évident que le film a une part d'autobiographie, mais d'un rapport à ma vie. C'est-à-dire que je pense que pour être un jour, pour traduire des choses, il faut être spectateur. Mais je pense que les spectateurs de sa vie, spectateurs de choses, enfin, de choses qu'on ne vit pas éventuellement, qui font qu'on va travailler son imaginaire. Enfin, je pense que il y a beaucoup d'artistes, même de poètes, enfin, qui effectivement ont beaucoup regardé les autres vivre et qui, dans cette frustration-là, ont créé une poésie. C'est un peu votre asthme à vous, parce que je me souviens que Martin Scorsese disait que s'il n'avait pas été asthmatique, il aurait été joué au football avec ses copains, il serait devenu footballeur et pas cinéaste. Oui, mais il y a toujours quelque chose comme ça, je pense, effectivement, de ce qu'on n'a pas fait, mais qui fait que le regard sur les choses qu'on ne fait pas, forcément, est poétique, quoi, parce que c'est un regard fantasmé, quoi, c'est un regard qui est tout d'un coup dans qui a un regard qui n'est pas dans la normalité, même si on ne s'en rend pas compte, mais qui est effectivement dans une certaine particularité. Alors à quel moment est-ce que vous avez décidé du cadre temporel de Nino, une adolescence imaginaire de Nino Ferrer? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit que j'allais faire un film avec pas d'argent, c'était compliqué. Enfin, pour moi, c'était une évidence que j'allais pas faire ça avec des acteurs adultes. Même si le tournage a duré 15 jours, il fallait quand même que les gens puissent accepter ça. Donc il fallait que pour les acteurs, ça soit aussi une chance, quoi. Donc je me suis dit, des adolescents,
ils vont trouver ça vachement sympa de faire un film, enfin vachement enrichissant, c'est une expérience nouvelle, et ils vont pas me le faire payer. Enfin, c'est un peu idiot de dire ça, mais oui, il y a un peu de ça, quoi. Et bon, il se trouve que j'avais fait un film qui s'appelait Les Petits Poussés, je pense, moi, en revoyant, je trouvais que toute la partie la plus intéressante était la partie avec les enfants, et c'est vrai que j'avais envie aussi de prolonger cette expérience-là, et donc, voilà, pour des raisons un petit peu à la fois de choses qui m'intéressaient et aussi presque des raisons pragmatiques, je me suis dit, voilà, ça va être plutôt l'adolescence, quoi. Il se trouve aussi que j'avais travaillé en fait avec une des actrices du film qui s'appelle Lou Delage. Je voulais qu'elle soit dans mon prochain film, et donc j'ai rencontré la troupe de théâtre dans laquelle j'ai travaillé, et c'est ce qui a déterminé le film. Si vous aviez tourné à Nino il y a 10 ans, en quoi est-ce qu'il aurait été très différent? Je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais pas osé me dire tu peux très bien cadrer, quoi. Tu peux te démerder, tant pis si tes cadres ne sont pas parfaits, mais tu peux faire ça, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave parce que dans cette maladresse-là, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Voilà, je pense qu'il y a 10 ans, j'étais incapable de ça. J'avais besoin d'une équipe pour me protéger. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est fatigant d'être tourné seul, c'est qu'on n'est pas du tout protégé, quoi. Quand on est tout seul dans la forêt avec des ados qui sont donc des acteurs et qu'on ne sait pas comment on va découper, puisque moi je prédécoupe jamais mon film, il y a des grands moments de solitude, quoi, quand les gens nous attendent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je sais pas, je vais regarder, je vais me promener comme ça, tiens, puis tout d'un coup la mise en scène vient. Donc, est-ce que le fait d'avoir votre propre société de production, d'agir comme vous voulez, n'est pas une manière justement d'avoir une grande liberté de ton? Je crois que la question de la liberté, c'est une question qu'il faut se poser. Moi, j'admire beaucoup, par exemple, Romer, dans ce que c'est quelqu'un qui vraiment s'est posé cette question-là. Je pense que, moi, je pense que c'est le cinéaste de ces 50 dernières années français le plus libre, parce qu'il s'est posé la question économique. C'est-à-dire qu'il a mis du temps à trouver, d'ailleurs. Enfin, ça n'est pas venu comme ça. Les années 60 ont été dures pour lui. Et puis petit à petit, il a trouvé un système où il a calculé, voilà, mes films peuvent rapporter ça. Si je fais un film qui coûte un tout petit peu moins, eh ben, je suis toujours libre et je peux faire ce que je veux. Et ça, je trouve, enfin, je recherche ça. Je pense pas que je l'ai encore tout à fait trouvé, mais j'aimerais bien trouver cet équilibre-là. Alors, comme je disais tout à l'heure, dans vos films, il y a une grande liberté de ton scénaristique, hein, des ruptures de ton, des ruptures même de rythme. Quand on fait un film sur un chanteur, est-ce qu'inconsciemment, on se prépare à avoir un film qui aurait un couplet, un refrain, un couplet, un refrain dans le scénario? Non, j'ai pas du tout pensé à ça. Non, effectivement. Par contre, ça peut être malgré vous. Oui, ça peut arriver, mais ce qui est vrai, c'est que je me suis dit que ça allait être un film qui allait être très changeant, mais bon, c'est toujours un peu le cas de mes films, hein. Alors, dans vos 4 longs métrages, hein, Nino, Les âmes câlines, Les Petits Poussés, Le Cri de Tarzan, je trouve qu'il y a un thème qui revient souvent, c'est celui de la cachette, d'avoir un repère pour soi. Oui, alors il y a une idée, enfin je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il y avait toujours une idée enfin c'est un peu la même chose, hein, c'est une idée de fugue, c'est-à-dire la cachette, c'est l'endroit qu'on cache à ses parents, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est un univers qui nous sort de notre rapport parental. Alors dans les 3 premiers films, on peut dire que le centre du film était la relation père-fils et comment s'en échapper. Et dans Nino, on démarre, on en est déjà échappé, puisqu'on est déjà pendant les vacances. Et quand on s'échappe de l'univers parental, et ben on se crée un monde, et la cabane, c'est la maison par essence de la liberté. Puis la cabane, c'est la projection extérieure du monde intérieur. Oui, c'est une projection. Alors c'est drôle, on pourrait dire aussi que c'est une projection finalement presque... on rêve la même chose que des parents finalement, on a envie de faire une maison. Mais il y a cette idée que la maison est ouverte, comme la cabane c'est un lieu qui est ouvert, qu'on ne ferme pas la clé, quoi. Donc on se débrouille avec ce qu'on a. Il y a une part d'improvisation, un peu comme la mise en scène. On met en scène sa propre maison, quoi. On met des choses qu'on peut trouver. Donc il y a une part de hasard, et de ce hasard-là, on crée quelque chose qui est personnel. Donc c'est effectivement un univers intérieur. C'est une cabane, quand moi j'ai vu beaucoup de cabanes d'enfants, c'est toujours une expression artistique, quoi. Il y a quelque chose vraiment, même si c'est pas pensé comme ça, mais il y a quelque chose qui est très artistique, qui est très fantaisiste souvent, qui est émouvant. On peut être très ému devant une cabane. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel genre de monteur vous êtes par rapport à vos propres images. Vous êtes impitoyable avec vous-même ou au contraire très amical? En fait, moi, je souffrais beaucoup quand les autres montaient mes films, et en fait, ouais, c'était plutôt une souffrance. Et à partir du moment où j'ai monté donc, mes 2 derniers films, enfin,
Petit Poussé, j'ai fini par le monter, il y a quelqu'un qui l'a monté, mais j'ai vraiment terminé le montage. Nino, c'est le premier film que j'ai entièrement monté, j'ai pris un plaisir, mais vraiment que je soupçonnais pas. Je pense que j'ai rarement été aussi heureux que quand j'ai monté, quand j'ai monté ce film. Et le montage, c'est le moment où on présente, on travaille le film pour le montrer aux autres. Donc bon, bah, le tournage s'est fait comme ça. Maintenant, il faut que le film ressemble à quelque chose, et forcément, c'est différent. C'est différent de ce qu'on avait imaginé au départ. Donc c'est cette chose-là différente qu'il faut trouver. Donc c'est pas forcément impitoyable, mais c'est un cheminement quoi, qui fait on part du tournage quand même, on part de notre scénario, qu'on veuille ou non, mon film ressemble quand même au scénario que j'avais écrit. Mais il y a des surprises du tournage, et puis il y a des choses dans le montage, un plan collé à l'autre, on ne savait pas qu'il allait donner ça. Moi, je suis pas, enfin, justement, je n'ai pas la science infuse, c'est-à-dire que tout d'un coup, on met un plan derrière l'autre, et on se dit, bah voilà, ce qu'on voulait raconter en 10 plans, le jeu des acteurs qu'on n'avait peut-être pas vu, quand on le voit sur la table de montage, voilà, ce que fait l'acteur ou l'actrice disent que les 3 plans suivants, en général, c'est plutôt bon signe. Et il vaut mieux couper les 3 plans suivants. Alors, je vous propose de regarder un extrait de votre film. Qu'est-ce qu'ils prendront comme boisson, les deux mignons? Un Perrier citron. Une infusion. Une infusion avec ce ton, comme? C'est pour mon intonation. Je joue Pantalon dans une pièce de Goldenon. Bon, l'intonation, c'est important. Gaston, un Perrier citron et une infusion pour les deux blancs. Bien, patron. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Alors, patron, ne me parlez pas sur ce ton. Et l'infusion. Et le Perrier citron. Salut beauté. Tu t'appelles comment? Natacha, Tu veux venir à la plage? on se connaît pas. On va faire connaissance. Je suis pas toute seule. Tu peux emmener ton petit frère avec nous, hein. C'est pas mon petit frère. Ton fiancé? Pourquoi pas? La mythologie des chansons est importante dans vos films. Par contre, je trouve que vous n'abusez jamais de la musique, entre guillemets, d'accompagnement. C'est très sobre. Alors, je pense notamment à un court-métrage que vous venez de réaliser qui s'appelle Super Doc, et d'ailleurs votre première incursion, j'allais dire presque dans le paranormal. C'est un film fantastique. Un film fantastique. Et à la fin, aucune musique sur le générique de fin. Alors justement, quelle est votre relation à la musique de film? Alors, sur Nino, il y en a un petit peu, donc, puisque c'est moi qui l'ai fait. Donc il y a une espèce d'accompagnement en piano, presque comme... l'idée de l'accompagnement piano, c'était un peu comme si j'étais en train de regarder mon film et comme un pianiste de cinéma muet, j'accompagnais mon piano. Donc c'était un peu maladroit, mais c'est une façon aussi d'une certaine manière, je trouvais important dans Nino d'être là, en fait. Voilà. Et la musique, de cette façon, c'est une autre façon, enfin le cadre, tout, mais aussi la musique, c'est une façon de dire, tiens, voilà, je suis là dans ce moment-là. Par exemple, quand ils partent tous les deux à vélo, qu'elle le pousse, enfin, c'est vraiment un moment super joyeux et mélancolique. Et le piano amène une mélancolie, je pense, qui dit, voilà, c'est un adulte qui regarde cette scène-là, qui est loin de lui. Sur Super Dog, c'est un film qui est un film assez douloureux. Oui, parce que Super Dog, c'est l'histoire d'une femme qui refuse d'admettre la mort de sa fille. Elle refuse effectivement ça, mais c'est surtout elle refuse d'aller vers la vie. Donc le film voilà, a une espèce de morale qui serait de dire voilà, il faut aimer les morts, c'est aimer la vie. C'est très compliqué à gérer. Moi, j'ai vécu beaucoup avec une histoire de deuil dans ma famille. Aujourd'hui, le cinéma est très très réaliste. Il n'y a qu'à voir le nombre de films qui sont supposés s'inspirer d'histoires vraies. Est-ce que vous sentez que vous êtes, vous, en tant que, j'allais dire, scénariste, qui travaillez sur, je le disais tout à l'heure, sur l'imprévu, sur la fantaisie, sur les ruptures de ton, est-ce que vous sentez qu'il y a un ressac en ce moment pour les films justement libres? Je trouve qu'on est très fasciné par l'idée que il faut que ça ressemble. Ça a l'air vrai. Et vraiment, alors c'est drôle, je vais citer un documentariste, comme ça c'est justement c'est intéressant, c'est Flaherty qui disait, on lui reprochait de ne pas arrêter de mentir. Il avait dit, lui, documentariste, il faut passer par le mensonge pour arriver à la vérité. Et vraiment, moi je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que je trouve que notre rôle, et là je me sens vraiment dans une position, pour le coup en opposition avec ce qui se passe actuellement, notre rôle c'est vraiment de travailler le cinéma comme quelque chose qui n'est pas
une vérité extérieure, certes qui se sert des acteurs qui sont des vrais acteurs, qui se sert des décors qui sont des vrais décors, mais qui n'a pas à vocation de chercher la vérité extérieure. Il a vocation à chercher une vérité qui lui est propre et qui est propre à chaque film, qui est propre à chaque cinéaste, mais qui n'est pas juste une espèce de chose qui est « ça a l'air vrai ». La perversion de ça, c'est carrément tout le travail où on travaille en caméra, c'est-à-dire on singe la télévision qui, quand elle fait du documentaire, travaille à l'épaule, donc on va travailler à l'épaule pour faire croire que c'est vrai, puisqu'on épouse une forme documentaire, donc c'est ce qu'on filme est vrai. Ce que je trouve quasiment une arnaque, enfin pour moi, vraiment quoi. Et je me mets en porte-à-faux contre ça, je suis vraiment très opposé à ça, donc moi j'estime qu'on doit créer un style quoi, qui raconte une vérité intérieure. Alors Nino, vraiment pour moi c'est symptomatique de ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un film qui propose un univers qui vient de choses qui sont vraies, donc le vrai Nino Ferrer, les vraies années 50, et qui en même temps invente son propre monde à partir de choses vraies, ce qui est vraiment le truc du cinéma, c'est-à-dire qu'effectivement on capte des choses de la réalité des acteurs, la réalité des décors, et on crée un univers où on dit, où on a le droit de dire, moi c'est ce que j'estime que j'ai le droit de dire, ben voilà, on est dans un train des années 2010, mais on est en 1950, voilà, c'est comme ça. Et le film a sa logique propre qui est de dire, voilà, son univers temporel, il est un univers qui visuellement ressemble plus à notre époque, mais c'est les années 50. Et pourquoi pas ? Après tout, quand on fait un film historique, de toute façon, les acteurs, ils sont de notre époque, donc il y a un mensonge. Et puis, quand on fait un film qui se passe au 19e siècle, les caméras n'existaient pas. Donc, de toute façon, c'est un mensonge, quoi. Donc, à partir du moment... Enfin, autant être honnête et accepter l'idée que c'est un mensonge. Donc, voilà, moi, je dis, je suis dans le mensonge, mais je crée à partir de ça une vérité qui est une vérité de sentiment. Voilà. Et ça, la vérité du sentiment m'intéresse plus que la vérité des années 50. Est-ce qu'il y a des choses que vous permettez sur un plateau de tournage que vous ne permettriez pas dans la vie? La chose que je m'autorise sur un tournage, d'abord la plus importante, c'est que je regarde les gens. Donc moi je suis quelqu'un de très timide, donc là on se regarde, mais d'une certaine manière ça me gêne. Les filles, j'adore les regarder, mais j'ai vachement de mal. Et en fait, le tournage me permet ça. Alors là, Nino, c'est d'autant plus impressionnant que c'est moi qui filmais. Donc vraiment, je filmais en gros plan des jeunes filles que je trouvais très belles, ou même Nino, enfin, que je trouve très beau. Et il y avait un plaisir à filmer ça. Et vraiment, moi, c'est déjà ça, c'est une autorisation que me donne le tournage que je trouve magnifique. Qu'est-ce qui se passerait à votre avis si on vous passait commande d'un film à tourner en langue espagnole ou en langue anglaise? Est-ce que pour vous, ça serait un faux problème, la langue, ou peut-être même une libération supplémentaire? Oh, ça serait un problème, mais pas un faux problème. C'est-à-dire que c'est intéressant. Enfin, c'est tout d'un coup une autre... enfin, chaque langue amène une autre façon de penser, j'imagine. Alors, Thomas Bardinet, quand j'ai vu Nino sur grand écran, ce qui m'a frappé la première fois, c'est que j'avais l'impression de voir un voyage sur des visages humains. Vous parliez tout à l'heure de Rohmer, c'est très discursif, mais ce qui est très beau, je trouve, dans Nino, c'est le fait qu'on a l'impression de passer d'un visage à l'autre. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça, en ça qu'il n'est pas si romérien que ça, parce que Rohmer, c'est quand même quelqu'un qui est plus adepte des plans larges. Enfin, voilà. Et, je parlais plus pour le côté discursif. Oui, ça c'est vrai. Mais enfin, c'est une influence que je revendique, absolument. Mais je pense que le film là-dessus, il est beaucoup... Enfin, enfin, la sensualité du film n'est pas la même que chez Rohmer. Je trouve les films de Rohmer extrêmement sensuels, mais de façon très différente. Et moi, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à... Enfin, c'est quelque chose que j'avais jamais fait aussi, c'est-à-dire que j'avais plutôt été quelqu'un du plan large, et sur ce film-là, il y avait vraiment une idée de filmer l'adolescence sur les visages, et je les ai choisis extrêmement beaux, hein, selon moi. Vous arrivez à trouver, dans certains premiers ou second rôles, des comédiens qui ensuite explosent. Mais j'espère pour David, donc pour l'instant, c'est vrai que c'est surtout Lou qui commence à faire beaucoup de parler d'elle, ou de l'âge. Et David, en fait, faisait partie de la troupe de théâtre, tout simplement. Alors, il y a une histoire assez marrante, c'est que quand j'ai commencé à écrire Nino, j'ai pensé à mon fils. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et je suis parti sur l'écriture de Nino Ferrer en pensant que mon fils le ferait. Et puis au bout de quelques temps, mon fils m'a dit, mais j'ai aucune envie de rejouer. Il avait joué en fait dans Les Petits Poussés, je le trouvais vraiment très bien dans Les Petits Poussés. Et il n'avait pas du tout envie de le refaire. Il me dit, bon, je l'ai fait une fois, mais je ne suis pas un acteur, ça m'ennuie. Et bon, il y avait cette histoire de troupe, j'écrivais déjà en pensant à Lou, et c'est vrai que finalement en allant revoir Lou jouer, j'ai vu toute la troupe,
j'ai vu David que j'avais déjà vu en répétition, et je me suis dit, mais enfin, en fait c'est ma femme d'ailleurs qui l'a vu, qui m'a dit, mais il est parfait quoi. Il n'y a rien de malin dans ce qu'il fait, c'est d'une sincérité, peut-être maladroite, tout ce qu'on veut, mais c'est extrêmement sincère, quoi. C'est très frontal, et ça me... Enfin vraiment, je suis très touché toujours quand je revois le film par sa générosité. Est-ce que maintenant, avec les tournages plus légers, la vidéo, etc., la question du moteur et la question du coupé devient moins angoissante, ou est-ce que pour vous, vous la vivez toujours comme le moment de vérité? Moi, j'aime bien ce rythme. Enfin, alors on n'est pas là. C'est vrai que sur le film, on n'est pas forcément sur le moteur avec le clap, mais j'aime bien l'idée que le tournage reste un moment quand même un petit peu magique, quoi. Sacré. Sacré, oui, il y a vraiment une idée sacrée, enfin qu'on doit ritualiser. Et peu importe le format, qu'on soit en numérique, pas en numérique. Justement, là, je m'oppose effectivement à une logique de tournage où effectivement il y a plein de caméras et on oublie. Les acteurs oublient complètement. Moi, j'ai pas besoin qu'ils oublient, quoi. J'ai besoin qu'ils incarnent quelque chose. Et j'aime bien que sur un tournage, il y ait une tension, quoi. Je trouve que cette tension-là, elle est très bonne. Enfin, elle est très bonne. Elle crée des choses, elle crée des émotions. J'aime bien le côté rituel, ouais, du tournage. J'ai découvert dans tous les films, il y a l'idée de la fugue. C'est quelque chose. Enfin, même dans Les âmes câlines, le personnage du fils de François Berliand fugue. Dans le cri de Tarzan, dans Les Petits Poussets, c'est quasiment le sujet du film. Et dans Nino, il y a une idée comme ça la fugue. Le film commence, pour moi, c'est quasiment une fugue en soi, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très très présent dans chacun des films. Est-ce que vous pensez, comme le dit Clint Eastwood, que pour réussir un film, il faut oublier que ce film sera vu? Je pense qu'on peut rater aussi un film pour en faisant ça. je ne sais pas. Moi, ça m'arrive pas. Je pense au spectateur tout le temps. Voilà. À ma façon, mais en tout cas à moi, spectateur. Donc il sera vu par moi, en tout cas. Donc, non, je pense qu'il faut pas être calculateur. Voilà, ça oui, ça sans doute. Mais penser à ce que le film va dire, donc va dire aux autres, c'est quand même pas une mauvaise chose, me semble-t-il. Thomas Bardinet, vous allez être obligé de passer à l'épreuve du questionnaire. Alors, si vous êtes en conflit avec quelqu'un depuis très longtemps et que vous essayez de l'enterrer la hache de guerre, quel serait le DVD que vous lui offririez? Bon, alors, je suis désolé de partir sur des vieilleries, mais je pense à un film de Lubitsch qui s'appelle L'homme que j'ai tué, donc qui raconte l'histoire d'un soldat français qui décide d'aller en Allemagne pour demander pardon à une famille dont il a tué le fils pendant la guerre. Voilà. Est-ce que vous avez déjà calqué un moment de votre vie réelle sur une séquence de film? Alors, j'ai pas de souvenirs comme ça qui me reviennent, mais ça a dû arriver sans doute. En tout cas, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a des moments de films qui ont été calqués sur ma vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans ma vie, il y a des souvenirs de films qui ont fait que le moment que je vivais était encore plus émouvant que si je n'avais pas ce souvenir-là. Parce que tout d'un coup, il y avait un lien avec des choses de cinéma qui me touchaient. C'est très curieux comme formulation, mais c'est vrai. C'est-à-dire que tout d'un coup, une vraie situation de vie devenait encore plus forte parce que tout d'un coup, ça me rappelait un film. Voilà. À quelle bassesse seriez-vous prêt pour obtenir quelque chose sur un tournage que vous n'arrivez pas à obtenir par voie normale? Alors, un truc un peu tordu, mais que je pense que je ne suis pas le seul à faire, c'est de prétendre à un problème technique pour ne pas avoir à dire à une comédienne qu'elle était mauvaise comme un cochon, pour pouvoir refaire une prise. Alors, si le prix Nobel du cinéma était inventé, ce qui n'est toujours pas le cas, à qui est-ce que vous le décerneriez? Alors, j'ai fait une réponse de Normand, je le décernerais à mon pire ennemi, parce que je trouve que il n'y a rien de tel pour totalement paralyser quelqu'un que d'avoir un prix Nobel de son vivant, puisque le principe du prix Nobel, c'est quand même du vivant. J'aime bien l'idée que le cinéma est un art impur, qui n'est pas un art des récompenses, quoi. C'est un art qui n'est pas dans cette espèce de reconnaissance. Moi, les prix, on les prend quand on en a, ça arrive, on les prend, on est content, mais c'est un jeu, quoi. C'est quand même, on va prendre ça trop au sérieux. Thomas Bardinet, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de If Café. Merci. Rien ne